Chers auditeurs, bonjour. C'est un réel plaisir aujourd'hui de recevoir notre nouvel invité. Bonjour, docteur Mailleux, soyez le bienvenu. Merci, bonjour, bonjour. Chers auditeurs, nous allons découvrir, grâce au docteur Mailleux, une toute nouvelle application qui promet de grandes avancées. Mais avant de découvrir ce sujet, permettez-moi, docteur Mailleux, de commencer par quelques questions un peu personnelles. Je voudrais savoir qui vous êtes. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots à nos auditeurs, nous dire quelle est votre spécialisation, ce qui vous a amené à la médecine et pourquoi particulièrement la chirurgie thoracique? Vous avez la Voilà, parole. beaucoup de questions en une. Mais donc, voilà, effectivement, je suis docteur Julien Mailleux, je suis chirurgien digestif et thoracique à la clinique Saint-Jean depuis maintenant 7 ans. Voilà. Alors, pour le côté digestif, j'opère les patients qui souffrent de pathologies abdominales, hein, donc tout l'intestin, les côlons, les pathologies de patients souffrant d'obésité, hein. Vous avez sans doute déjà entendu parler des sleeves, des bypass, voilà, et toute la chirurgie générale, donc les hernies, les éventrations et toutes les pathologies de la vésicule biliaire également. Et puis pour le côté thoracique, donc là, c'est principalement mon activité principale, c'est les cancers du poumon et puis toute la pathologie des poumons et du compartiment situé entre les poumons qu'on appelle le médiastin, hein. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir la médecine? Qui vous a influencé Voilà. quand? Écoutez, quand j'avais 18 ans, j'ai toujours voulu faire un métier en fait dans le médical ou le paramédical pour aider l'autre. Donc j'avais hésité longuement avec la kinésithérapie aussi. Et puis finalement, je me suis lancé en médecine. Et durant le cursus de médecine, je me suis vite rendu compte que j'aimais bien avoir une action thérapeutique immédiate. Et donc avec la chirurgie, le patient qu'on traite, on a directement Résultat. un résultat. Et ça, et tout l'aspect technique aussi du métier m'avait beaucoup plu. Donc j'ai très vite choisi de devenir chirurgien, quoi. En tout cas, je vois un homme en face de moi, un homme passionné. La clinique Saint-Jean a récemment acquis un nouveau logiciel de reconstruction 3D qu'on appelle le Synapse 3D. Vous êtes le tout premier médecin bruxellois à faire bénéficier vos patients de cette incroyable nouvelle technologie. Que génère cette application? Donc c'est un magnifique software qui nous permet de pouvoir étudier en 3 dimensions l'anatomie du poumon et de pouvoir reconstruire chaque structure du poumon, donc veine, artère, bronche, et de pouvoir manipuler dans les 3 dimensions ces structures pour bien les étudier en amont d'une intervention, et ceci pour les petits cancers débutants du poumon. Ça permet donc du coup de bien préparer l'opération et d'avoir une sécurité maximale pour l'opération parce qu'on a étudié en amont toute l'anatomie du patient dans les 3 dimensions. Et puis l'avantage également supplémentaire de ce software, c'est qu'on peut faire également une planification de son intervention chirurgicale et donc simuler finalement avec le programme le geste opératoire qu'on doit faire, hein. Donc telle veine, telle artère, telle bronche, si on la coupe, est-ce qu'on enlève suffisamment de poumons pour traiter la lésion? Et donc ça, c'est vraiment une avancée majeure qui permet de préparer avec minutie et précision l'intervention chirurgicale. Alors, vous parlez de planification, vous parlez de simulation minutieuse de votre geste chirurgical, mais en quoi cette reconstruction 3D est-elle plus utile? Parce que je suis certaine qu'avant, vous étiez aussi précis. Oui, tout à fait. On avait d'autres programmes de reconstruction, mais l'avancée ici, c'est que ce programme-là permet une vraie facilité d'utilisation et en quelques clics, à partir des images de scanner du thorax qu'a passé un patient, on peut avoir de façon très minutieuse toute l'étude 3 dimensions de son anatomie. Et la deuxième avancée majeure, c'est que les anciens programmes qu'on avait en notre possession ne permettaient pas de simuler le geste chirurgical. Et ça, c'est vraiment une avancée pour pouvoir vraiment planifier
la meilleure intervention possible pour le patient et pouvoir préserver aussi davantage de poumons, hein, et enlever les plus petites parties du poumon en fonction de la localisation, de la lésion et du geste qu'on décide de réaliser. En fait, vous êtes dans le poumon, vous testez l'intervention et puis vous appliquez l'intervention. C'est un peu ça? En fait, exactement, avec la reconstruction, on peut décider de Vous couper tel ou voyagez dans le tel, poumon, voilà. vaisseau, telle ou telle bronche et donc on peut directement voir, la partie de poumon qu'on enlève, si c'est suffisant ou pas par rapport à la localisation de la lésion et sa taille, hein, et son volume, parce qu'évidemment on le travaille dans les Donc 3 c'est un dimensions. entraînement opératoire avant l'acte chirurgical. Exactement, c'est une planification et donc une étude effectivement en amont de la chirurgie pour, décider du meilleur geste, chirurgical, dans le but aussi de pouvoir, pour ces petites lésions, programmer d'enlever la plus petite partie du poumon nécessaire, en tout cas pour préserver au maximum aussi la fonction, respiratoire du patient, hein. Quels sont les avantages directs pour le patient? Pour le patient en lui-même, c'est de planifier avec sécurité, avoir un maximum de sécurité, déjà pour la chirurgie, parce qu'on a étudié en amont toute son anatomie, hein, donc il n'y a plus aucune surprise et on sait qu'on doit couper Mmh. autant d'artères, autant de veines et on connaît la localisation et la disposition de chaque structure de son poumon. Et puis, ça permet de pouvoir voir, comme j'expliquais, si on peut faire une ablation d'une plus petite partie du poumon, hein. Donc, c'est ce qu'on appelle une Mmh. segmentectomie, hein, et donc enlever qu'un segment du poumon au lieu d'enlever une plus grosse partie. Euh, Vous voulez dire, docteur Mahieu, qu'avant, on enlevait parfois un petit peu plus que nécessaire et qu'aujourd'hui, le patient a cette sécurité qu'on fera l'acte précis, minutieux, utile, mais pas plus que ce qu'il fallait vraiment? Non, donc pour rentrer dans des explications alors qui deviennent un peu plus techniques, la chirurgie standard pour un cancer du poumon a toujours été la lobectomie, hein, donc Mmh. c'est d'enlever Allô? un lobe du Oui. poumon. Et donc ici, des études récentes asiatiques ont montré un net avantage aussi en termes de survie pour les patients à réaliser des segmentectomies, donc des Des parties plus petites du lobe, parties, hein, des oui. plus petites parties. Donc au sein du lobe, le lobe est divisé en segments et donc on peut enlever aussi de plus petites parties. Donc ça, je parle, c'est pour les petits cancers, Oui, oui, évidemment, les oui, oui. petites lésions qui font maximum 2 centimètres dans le poumon. Et donc pour ces petites lésions-là, on doit pouvoir étudier si oui ou non on peut enlever tel segment du lobe à la place d'un lobe entier. Et donc ce programme-là permet justement cette étude-là, quoi. J'entends bien. Alors, la clinique Saint-Jean développe déjà depuis longtemps la chirurgie mini-invasive. On appelle ça le VATS, donc la vidéothoracoscopie. Video Assisted Thoracoscopic Voilà. Surgery, voilà, en De anglais. quoi s'agit-il? Eh bien, donc c'est en anglais, donc Video Assisted Thoracoscopic Surgery, et donc ça veut dire qu'on opère assisté d'une vidéo, hein, donc et on opère par des petits trous, hein, donc au lieu de faire des grandes incisions comme on faisait auparavant, on faisait ce qu'on appelait des thoracotomies, hein, où on faisait Mmh. des grandes cicatrices où on écartait les côtes. On fait maintenant des chirurgies qu'on dit mini-invasives, ça veut dire qu'on essaye de préserver au maximum le patient et d'être mini-invasif, de préserver ses muscles, ses nerfs, en faisant des petites incisions et en Mmh. épargnant ces structures au maximum. Et donc moi, effectivement, j'ai déjà derrière moi 10 années de pratique de mini-invasif et je me suis formé également en France dans des centres experts aussi dans cette technique-là. Et donc, il y a maintenant la robotique, il y a le VATS, donc Mmh. c'est les petites incisions avec lesquelles on opère avec la caméra. Il y a l'uniportal, hein, donc de faire un seul petit trou et d'opérer avec plusieurs instruments par ce petit trou. Et donc tout ça, c'est des techniques qu'on a développées dans le but de préserver au maximum l'anatomie du patient, hein, pour lui imputer le moins possible de conséquences de la chirurgie, d'être le moins possible délétère et donc Et d'entraîner le une moins possible meilleure de ouais, complications, et hein. une meilleure revalidation, j'imagine. Et Une voilà, une qualité de meilleure vie. Ouais. récupération, une récupération plus rapide, moins de douleur et donc viser moins de complications également, quoi. Cette formidable avancée qui vous aide à Saint-Jean sera-t-elle aussi utile pour le suivi du patient? Qui pourra en profiter?
Alors effectivement, déjà d'avoir à disponibilité ces images de reconstruction 3D va permettre aussi aux patients directement lors de la consultation de pouvoir beaucoup mieux visualiser aussi son poumon et comprendre le geste chirurgical qu'il va devoir subir. Également, avec nos échanges avec les médecins généralistes et nos médecins correspondants, on a décidé d'intégrer aussi ces images dans nos protocoles de suivi radiologique, hein, dans nos protocoles de scanner, dans nos comptes rendus de scanner, pour pouvoir laisser à disposition aussi des médecins traitants ces images et avoir une meilleure compréhension aussi de la maladie de leurs patients et de l'évolution dans le temps aussi de cette maladie, hein, parce qu'on peut, grâce à ce programme, avoir une idée précise du volume aussi de cette lésion. Et donc, ce qui est très important, c'est pour ces petites lésions, c'est de suivre dans le temps son volume. Et si le volume progresse, si la taille augmente en volume, ben, c'est généralement une lésion qui est inquiétante et qu'il faut alors considérer et souvent aller diagnostiquer et donc opérer. Docteur Mailleux, le fait que le patient puisse voir cette image 3D, est-ce que cela participe à la dédramatisation de ce qu'il imagine? Voilà, souvent, ça reste pour eux quand même fort abstrait, hein, ces questions d'anatomie. On travaille aussi en consultation à partir de modules pour montrer le poumon justement en 3 dimensions. Mais quand on voit ça directement sur des images de reconstruction qu'on peut manipuler et qu'on peut montrer aux patients en expliquant précisément au sein du poumon où est la lésion et qu'est-ce qu'on va enlever, ça devient beaucoup plus concret aussi pour lui, hein. Donc ça humanise un petit peu son vécu? Oui, tout à fait. Et puis, ça le permet de l'impliquer aussi beaucoup plus dans la compréhension de son problème et de son intervention chirurgicale. Donc, tout ce qui permet d'amener plus de diminuer son stress et son anxiété est favorable aussi pour sa prise en charge, hein. Parlons un peu de la pathologie. On parle du poumon, du cancer du poumon. Comment est-ce qu'on peut observer, dépister que le poumon a un problème, justement pour repérer ce petit nodule cancéreux? Je ne sais pas si on dit nodule, si c'est correct? Est-ce que ça s'appelle comme ça? Oui, Et nodule comment est-ce cancéreux. qu'on repère très vite? Est-ce que le patient ressent quelque chose? Il perd une capacité respiratoire? Il est essoufflé? Il a une douleur? Comment on Mais c'est découvre qu'on a un cancer du poumon? Voilà, ben, ça c'est le gros problème, de santé publique, actuellement. C'est que malheureusement, le cancer du poumon, il est dépisté souvent à un stade trop tardif et donc on a encore 80 à 85 des cancers du poumon qui sont détectés à un stade où ils sont inopérables et donc finalement, quels sont les symptômes d'un petit cancer débutant? Il y en a pas. Les patients sont asymptomatiques et donc d'où tout l'intérêt de pouvoir le dépister à temps, hein. Et donc pour le dépister à temps, il faut pouvoir faire une imagerie et donc un scanner pour le découvrir. Et ça, malheureusement, c'est découvert encore malheureusement trop souvent fortuitement, hein. Donc on fait Mmh. ça, un scanner pour une autre raison, on va découvrir cette petite lésion et on va pouvoir opérer et guérir le patient. Et donc ces petites lésions-là sont décelées seulement dans 10 à 15 des cancers du poumon. Donc c'est là tout l'enjeu ici de mettre en place des programmes de dépistage, hein. C'est ça qu'on a étudié dans d'autres pays, dans les pays nord-américains, dans certains pays du Commonwealth, en Asie, on a développé des programmes de dépistage et on a fait des études aussi scientifiques, hein, des études américaines, c'est l'étude NLST, et puis une étude européenne encore toute récente qui date d'il y a 1 an, 2 ans, qui a été publiée récemment et qui a montré également un bénéfice majeur. Donc ça, c'est l'étude Nelson qui a démontré un bénéfice majeur à faire ces campagnes de dépistage parce que on permet de multiplier par 2, voire par 3, Mmh. le nombre de petits cancers décelés quand on fait un scanner du thorax Précoce, ouais. précocement dans une population cible. Ça veut dire des patients qui ont 50 ans, 55 ans, jusqu'à 70, 75 ans, et qui sont des gros fumeurs, donc qui ont une grosse histoire de consommation Ça reste une tabagique histoire derrière de eux. cigarette, le cancer du poumon? Bah, le facteur de risque principal du C'est le cancer du tabagisme. poumon, c'est évidemment le tabagisme, hein. Homme, femme, peu importe, Donc, un par rapport profil? à une personne non fumeuse, le fait de fumer augmente le risque de 10 à 15 fois par rapport à une personne qui ne fume pas. Maintenant, il y a d'autres facteurs de risque. Il y a les expositions professionnelles
à l'amiante, au gaz d'échappement diesel, voilà, d'autres choses qu'on peut inhaler et qui sont toxiques pour les poumons. Mais le facteur de risque principal, ça reste évidemment bien sûr le tabagisme. Donc ces campagnes de dépistage sont toujours menées en corrélation étroite avec une idée aussi de sevrage tabagique. Hein, Bien sûr. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le tabagisme a quand même diminué? On n'a plus toutes ces campagnes de sollicitation de cigarettes, on n'a plus cette image, je me souviens enfant de cette image de ce cow-boy cool qui avait sa cigarette Marlboro, tout ça c'est fini. Est-ce qu'on a encore beaucoup de fumeurs? Ou est-ce qu'il y a un impact réel sur notre population qui commence à comprendre que finalement, il y a peut-être mieux à faire? Il y a encore énormément de fumeurs et donc l'impact, je l'espère, il y en a eu. Maintenant, nous, on ne le voit pas réellement, en tout cas dans les chiffres du cancer pulmonaire. Le cancer pulmonaire reste le pire, un des pires cancers les plus mortels et reste la deuxième cause de mortalité par cancer chez la femme et la première chez l'homme. Donc c'est quand même un cancer majeur et un problème de santé publique majeur qui est lié effectivement au tabac. Donc il y a encore effectivement beaucoup à Il y a encore faire, du même s'il y a travail, déjà ouais. eu beaucoup qui a été fait. Voilà, ça concernait principalement les hommes, hein, parce que historiquement les hommes ont beaucoup plus fumé que les femmes, puis ça s'est rendu plus disponible et démocratisé et tout le monde a fumé. Donc on a constaté démographiquement que voilà, les cancers du poumon évoluaient aussi et apparaissaient beaucoup plus chez la femme. Et donc maintenant, ça reste encore un énorme problème de santé publique actuellement. Alors, vous avez parlé du tabagisme, que les grands fumeurs ont 10 à 15 fois plus de probabilité d'avoir un cancer que quelqu'un qui ne fume pas. À bon entendeur, salut. Faites plutôt du sport que de fumer une cigarette, mais bon, voilà, chacun vit sa vie. Mais par contre, celui qui décide de fumer ou qui a un métier où il y a justement la présence de diesel et de différents produits qui peuvent être, qui peuvent influencer cette pathologie, que ressent le patient quand il a un cancer? Quels sont les signes qui lui donnent le message: «Oh attention, il y a quelque chose qui se passe, peut-être que». Mmh. Mais les signes inquiétants, c'est évidemment quand on a une toux qui est persistante, c'est quand on va avoir des, crachats de sang, quand on va avoir, des difficultés à respirer, normalement, quand à l'effort ou au repos. Voilà, tous ces signes-là évidemment ou des douleurs évidemment au niveau du thorax, sont des signes précurseurs parfois d'une maladie cancéreuse sous-jacente. Mais souvent, malheureusement, ces signes-là font que la maladie est déjà à un stade avancé et donc c'est les fameux 80-85% de patients qui sont concernés dont je vous ai parlé précédemment. Et malheureusement, au stade précoce, quand il s'agit d'un petit cancer dans le poumon, il n'y a souvent pas de symptômes. Donc les patients sont alors à ce moment-là asymptomatiques et donc c'est là tout l'enjeu de pouvoir faire justement ce dépistage par un scanner à temps pour pouvoir dépister ces petites lésions au bon moment. Est-ce que vous êtes confiant qu'en Europe, il va y avoir ces campagnes de prévention cancer poumon? Que ça va se mettre en place, se concrétiser, qu'on va inviter les gens qui sont dans cette population à risque à faire un contrôle plus tôt dans leur vie ou à une certaine période de leur vie? Vous Je, êtes confiant que je ça va suis se faire? confiant, oui, et je l'espère vivement. Et les études, l'étude européenne qui a été faite, Nelson, va clairement dans ce sens. Donc, je pense qu'il faut encore attendre que les décisions soient prises et surtout que les données de ces études soient euh, clairement étudiées en fonction de la vie réelle et qu'on prenne en compte les modalités aussi économiques par rapport à ces campagnes et qu'on cible la La bonne bonne population, population. oui, oui, oui. Mais clairement, oui, ça va se mettre en place dans les années à venir, je l'espère. Quels sont les examens que le patient doit subir en dehors du scanner? Vous avez parlé d'un scanner. Pour diagnostiquer un cancer du poumon, quel est son parcours dans le milieu hospitalier? Eh bien, donc, une radiographie du thorax, ça, on essaye de transmettre le message aussi aux médecins généralistes avec qui on collabore, que malheureusement, la radio de thorax ne permet pas
de faire de nouveau le diagnostic au bon moment, hein. Ça permet de diagnostiquer des lésions, mais qui sont souvent de nouveau à un stade trop tardif. Donc, c'est vraiment le scanner du poumon qui a la meilleure performance pour déceler les cancers du poumon et pouvoir analyser le type de cancer et son degré d'extension de la maladie. Mais non, une fois qu'on a décelé un cancer, il y a tout un bilan d'extension qui est fait. Et donc là, ça comprend un PET scanner, ça comprend une imagerie Vous voulez bien expliquer la cérébrale. différence entre un scanner et un PET scanner pour nos auditeurs? Oui, donc un scanner, c'est une machine qui permet d'avoir directement avec les rayons X une reconstruction coupe par coupe de l'entièreté du thorax. Un PET scanner, ça c'est un examen de médecine nucléaire où on injecte un produit glucosé qui contient un radioisotope et qui va permettre de Contraste. marquer en fait finalement les zones très métaboliques dans le corps, hein. Et donc le cancer est une zone très métabolique et donc ça va fixer, hein, on va voir des spots de fixation sur ces lésions, sur cette lésion cancéreuse et permettre de voir s'il y a des lésions aussi à distance ou pas, hein, les fameuses Et métastases. après le scanner, le PET scanner, que se passe-t-il pour le patient? Quelle est la suite de son parcours dans l'hôpital? Ben, dès qu'un cancer est diagnostiqué, il y a une prise en charge et un bilan par le pneumologue. Et puis le cas est évidemment présenté une fois que le bilan d'extension est terminé en réunion multidisciplinaire, où là on est en réunion avec les oncologues, les pneumologues, les radiothérapeutes, moi-même, les nucléaristes, les radiologues, et on analyse et on interprète toutes les données médicales du patient pour prendre la meilleure décision de stratégie diagnostique s'il y a besoin de poursuivre plus loin tel ou tel diagnostic et thérapeutique, évidemment, décider la... Donc c'est une gestion interdisciplinaire Tout à de fait, oui. plusieurs collaborations, de plusieurs savoir-faire, de plusieurs expertises qui décident ensuite du parcours du patient. Voilà, qui décide en tout cas de la stratégie thérapeutique pour le patient, oui, parce que maintenant le cancer du poumon, ça ne demande pas que l'intervention ni du pneumologue ni du chirurgien, on est vraiment dans des traitements multimodaux, hein, qui nécessitent la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie et puis toutes les nouvelles thérapies comme l'immunothérapie et les thérapies ciblées. Donc voilà, c'est très, très vaste. Et donc, c'est ça qui permet aussi d'avoir la meilleure prise en charge possible pour le patient. C'est cette fameuse multidisciplinarité. Est-ce que ça a beaucoup évolué, docteur Maillot, au cours des dernières années? Oui, ça a énormément évolué, hein. Donc, on cible beaucoup plus les mutations spécifiques du cancer. On analyse ça avec précision et on essaye justement de pouvoir proposer aux patients les thérapies ciblées les plus spécifiques par rapport à sa maladie, hein. Tout à l'heure, vous avez dit que le Synops 3D va pouvoir permettre aussi aux médecins généralistes, aux médecins qui s'occupent du suivi du patient, d'avoir l'information. Et vous avez dit quelque chose d'intéressant, on va pouvoir voir l'évolution. Ça veut dire qu'il y a des moments où on observe et on ne touche pas et on décide d'attendre. Expliquez-moi un petit peu, je n'ai pas très bien compris là. Bah, donc, l'objet principal du Synapse, ça reste quand même pour le chirurgien, mais c'est vrai que nous, on a décidé de pouvoir utiliser aussi ces images pour améliorer nos comptes rendus radiologiques et pouvoir donner accès aussi à ces images à nos médecins correspondants, aux médecins généralistes et aux Oui, mais ça patients. veut dire que on observe l'évolution, ça veut dire qu'on n'enlève pas toujours Voilà, quand on va déceler un petit nodule sur un scanner, c'est pas d'office une la lésion chirurgie, cancéreuse, c'est ça. hein. C'est pas, il n'y a pas un diagnostic. Vous voulez Euh, vérifier la donc, mutation on doit en éventuelle. fait suivre finalement l'évolution de cette lésion, de cette petite lésion qu'on va déceler sur un scanner, et c'est l'évolution de cette lésion qui va déterminer si elle est inquiétante ou pas. Donc ça, on regarde quel est le temps de doublement de la lésion, hein, et donc on suit le volume dans le temps de cette lésion, et c'est l'évolution dans le temps. Si le volume vient à croître, évidemment, alors c'est une lésion qu'on étiquette d'inquiétante, hein. Mais donc c'est ça qu'on analyse, et c'est le temps de doublement de cette lésion qui va déterminer après si on considère qu'il s'agit d'une lésion inquiétante ou non. Donc effectivement, dès qu'on décèle un petit nodule, c'est pas forcément un cancer. Il faut pouvoir le surveiller et répéter les scanners pour pouvoir voir l'évolution dans le temps.
Docteur Mahieu, vous êtes un spécialiste à Saint-Jean, vous soignez le cancer du poumon, vous avez un outil, le Synops 3D, qui vous permet avec minutie de très 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 bien préparer l'acte chirurgical. On n'enlève plus le lobe du poumon, on enlève un tout petit segment, on observe, on surveille. Tout ça a beaucoup évolué. Dans le cas où il faut quand même intervenir de manière plus radicale, est-ce qu'on peut vivre avec un seul poumon? Alors oui, on peut vivre, mais tout dépend évidemment de la réserve fonctionnelle du patient, hein. Et donc, on parlait de bilan d'extension. Eh bien, avant une chirurgie, on fait aussi un bilan d'opérabilité. Ça veut dire qu'on analyse si oui ou non le patient peut être opéré et s'il va tolérer l'intervention d'un point de vue cardiaque et d'un point de vue respiratoire. Et donc, il y a divers examens qu'on doit passer avant une intervention chirurgicale pour analyser aussi la réserve respiratoire et cardio-respiratoire que l'on a. Et en fonction de cette réserve, on peut décider si on peut enlever ou pas un lobe et un poumon entier. Voilà, il y a des chiffres en tout cas qui nous permettent de se positionner sur ça. Maintenant, un patient n'est pas l'autre et une lésion n'est pas l'autre. Et donc, tout ça s'analyse de nouveau aussi en multidisciplinarité en fonction du bilan complet du patient, quoi. Vous avez parlé d'intervention mini-invasive, donc le VAT. Est-ce que le séjour du patient est impacté par cette amélioration? Est-ce qu'il est écourté? Quelles sont les conséquences pour le patient? Racontez-nous un petit peu comment ça se passe pour une personne qui vient à Saint-Jean et qui doit avoir cette petite intervention, enfin cette intervention, c'est pas une petite intervention, cette intervention mini-invasive. Oui. Eh bien, écoutez, donc le patient rentre généralement soit le jour même ou la veille, est opéré donc par voie mini-invasive. Donc c'est effectivement par les petits trous qu'on fait au niveau du thorax, hein. Donc on permet ainsi de préserver au maximum ses muscles, ses nerfs et donc son anatomie. Et donc on diminue au maximum le risque de complications. Maintenant, il a de la kiné directement après l'opération, il est suivi et il a un drain aussi à côté du poumon pour pouvoir drainer les petites fuites d'air qu'il peut y avoir après l'opération. Très fréquemment, il n'y a pas grande fuite d'air, on peut rapidement enlever le drain après un jour ou 2 jours. Et le patient, après, est mobilisé, se déplace à l'hôpital et dès que les douleurs sont sous contrôle, que le drain est enlevé et que ça a bien cicatrisé, le patient peut rentrer à la maison. Quelle est la durée de revalidation? Il peut reprendre son activité, sa vie quotidienne normalement, ou il doit d'abord faire X séances de kiné, vérifier la capacité, bien vérifier différents paramètres, ou bien, OK, on rentre à la maison, ça se passe bien, on enlève le drain, on cicatrise bien, hop, la vie redémarre? En général, la convalescence est d'un mois à un mois et demi. Il y a un suivi également après l'opération chirurgicale et évidemment pneumologique. Et on surveille que le patient récupère bien et pour qu'il récupère au maximum sa fonction respiratoire, il a des séances de kinésithérapie également à continuer à domicile. Alors voilà, on a montré qu'en faisant une lobectomie, on perd à peu près 10 à 15% de sa fonction respiratoire, mais qu'en faisant une revalidation Correct. Mmh. post-opératoire correcte avec de la kinésithérapie, avec des exercices cardio-respiratoires, on peut récupérer jusqu'à 9%. Donc, on n'est plus qu'impacté de 5-6%. Donc Mmh. voilà, la C'est revalidation viable, post-opératoire oui, est et très très importante, efficace, oui. très importante. Et donc, c'est clair qu'il faut faire cette revalidation-là après l'opération et on encourage tous nos patients. Et on a au sein de la clinique Saint-Jean des structures de revalidation avec des kinés spécifiques qui sont là pour Une top accompagner équipe, les patients ouais. aussi après leur intervention, quoi. Une petite question, est-ce qu'ils arrivent à arrêter de fumer après, ou c'est très compliqué? Il y a toujours évidemment une prise en charge Psychologique aussi. Oui. psychologique, un accompagnement pour viser un sevrage tabagique complet, hein. Mais donc, j'ai du mal à me prononcer sur le pourcentage parce qu'il y a des patients qui comprennent Très vite et très d'autres vite et très ouais. qui sont directement coupés d'une envie de continuer à fumer. Et il y en a d'autres où c'est un combat parce qu'on est face à quelqu'un qui a vraiment une dépendance solide et qu'on n'arrive pas toujours à défaire complètement. Donc.
C'est comme de la drogue, en fait. Oui, mais c'est de la drogue, C'est hein. de la drogue. Disons les choses comme elles sont. C'est donc une grande, grande avancée à Saint-Jean d'avoir, pour les patients qui viennent, vous voir pour un cancer poumon débutant, d'avoir cet outil qui s'appelle Synops 3D, qui donne une possibilité extraordinaire de préparer avec minutie, avec précision. C'est quelque chose de tout nouveau, il y a quelques mois, et vous êtes le premier à vous servir de ce programme, de cette application. Quel est le feedback des patients depuis ces quelques mois? Ouais, donc, en pratique, je l'utilise effectivement pour les parce qu'on parle des petits cancers débutants, pour planifier la chirurgie. On a parlé donc de segmentectomie, mais même quand je fais une lobectomie, en fait, j'utilise ce programme aussi pour étudier l'anatomie du patient. Là, je planifie pas l'opération, mais j'étudie, l'anatomie en 3 dimensions et donc, le vécu, c'est que les patients sont très contents de pouvoir voir aussi, en 3 dimensions, l'anatomie, mieux comprendre le geste chirurgical, et être impliqué aussi directement dans la compréhension du geste et de mieux visualiser finalement le problème auquel ils sont confrontés, quoi. C'est donc un retour très, très Très positif, positif. ouais, tout à fait. Docteur Mahieu, supposons que j'ai une petite baguette magique et que je vous transforme en ministre de la santé en Belgique pendant 48 heures. Que changeriez-vous directement dans votre spécialité? Ouh là! Faites-vous plaisir, docteur Mahieu, faites-vous plaisir. Non, donc oui, c'est évidemment, j'étudierais, en profondeur en tout cas, ces études qui ont montré, des avantages nets à mettre en place des campagnes de dépistage pour le cancer du poumon. Parce que comme je l'ai dit, ça reste un problème, de santé publique, majeur, actuellement parce que cancer très mortel, dépisté, quasiment nullement ou par hasard actuellement et donc pour pouvoir, guérir et traiter une maladie, il faut pouvoir la dépister et la déceler à temps. Donc pour moi, c'est vraiment une chose majeure à mettre sur place, dans les années à venir, ce dépistage pour le cancer du poumon. Parce que voilà, on a développé des campagnes, enfin, on a développé des dépistages pour le cancer du sein Mmh. et on a montré une nette amélioration pour le cancer du côlon et du rectum et on a montré, heu, Ouais. un net avantage de L'efficacité de la survie, prévention, une oui, claire oui. efficacité et donc il faut faire la même chose pour le cancer du poumon. Alors ça a des impacts, économiques qu'il faut étudier et qu'il faut effectivement investiguer, avec raison. Est-ce que Mais la médecine du travail pourrait vous aider à exiger que dans certains métiers, après X années d'exposition à des produits chimiques, peu importe, que les équipes qui sont exposées soient contrôlées? Est-ce que ça existe quelque chose comme ça? C'est Dans les possible, mais non métiers à maintenant, risque, comme je l'ai dit, le facteur de risque principal, ça reste le tabac. le tabac, hein. Effectivement, il y a toutes les Oui, expositions c'est aux pas un toxiques métier fumé, inhalés, oui, non, c'est pas un métier. mais ça reste le tabac et donc, via les médecins généralistes, via les pneumologues, ce qu'il faut, c'est pouvoir screener et dépister la population à risque, hein. Et donc, comme je l'ai dit, c'est des patients à partir de 50 ans qui ont derrière eux déjà au moins 10 à 15 cigarettes par jour pendant 20, 30 30 ans, oui. ans, voilà, donc des gros fumeurs et qui sont sevrés. S'ils sont sevrés depuis moins de 10 ou 15 ans, voilà, ça c'est les critères dans les études. Et donc il faut pouvoir transposer ça au monde réel et pouvoir mettre en place ces Agir. campagnes-là. Donc voilà, c'est ça que je prendrais en main, en tout cas, si j'avais l'opportunité d'être pendant 48 heures Le ministre de le la ministre de santé. la Santé en Belgique. J'essayerais de faire avancer les choses, en tout cas, sur ce point de vue-là, sur le dépistage pour le cancer du poumon. Docteur Mahieu, comment voyez-vous l'avenir maintenant que vous avez découvert cette extraordinaire application Synops 3D, que vous comprenez comment elle vous aide à opérer? Et quelle est la question que j'ai oublié de vous poser? Eh bien, vous avez posé de très bonnes questions, mais voilà, moi, pour moi, c'est déjà une étape
très importante et de développement technologique majeur avec ce programme-là. Et ça présage probablement que du développement encore meilleur dans le futur parce que, selon moi, avec le développement de l'intelligence artificielle qu'on a maintenant, le futur, ça va être de pouvoir superposer ces images de reconstruction 3D directement sur nos écrans en live quand on est au bloc opératoire avec les images réelles pour pouvoir analyser en temps réel finalement. C'est ce que moi j'appelle la 4D finalement, hein, c'est combiner la 3D avec le temps réel et pouvoir avoir ces images-là superposées sur l'anatomie du patient qu'on a en live durant l'opération. Voilà, ça c'est pour moi le futur. Et donc, peut-être dans ma carrière future, je vais voir arriver ça, parce que la technologie évolue tellement rapidement que ça ne m'étonnerait pas. Sinon, ce sera mes collègues, mes jeunes collègues en formation actuellement qui le vivront. Mais... Merci, docteur Mailleux, pour cette très, très belle rencontre. Je pense qu'il se passe des choses à la clinique Saint-Jean de fabuleux, de très, très intéressant. Je pense vraiment avoir compris cet objectif de soigner avec un outil hyper, hyper passionnant et intéressant. On sent aussi votre passion dans les réponses. Chers auditeurs, je vous invite à retrouver cette émission sur iTunes, sur Spotify, sur YouTube et évidemment sur Facebook. Et je vous dis à tous, à très bientôt. Merci.